Chapitre 1, le retour. Julius Holt avait bâti son empire d'une main de fer et d'une précision calculée. À 45 ans, il inspirait le respect dans toutes les salles de conseil et la crainte dans toutes les négociations. Son entreprise de construction avait transformé la moitié du paysage urbain, chaque bâtiment témoignant de son ambition insatiable. Mais pendant 3 ans, rien de tout cela n'avait eu d'importance. Sa fille Sarah avait disparu sans laisser de traces lors d'un camping en famille, ne laissant derrière elle que des questions et un chagrin qui s'était lentement transformé en quelque chose de bien plus dangereux. L'appel des gardes-côtes, un mardi matin, a tout changé. Ils l'avaient retrouvée vivante, survivant seule sur une île isolée à 96 km des côtes. Julius s'était rendu à l'hôpital en voiture, les mains tremblantes pour la première fois depuis des décennies. Son esprit oscillait entre soulagement et rage face aux années perdues. Sarah ne ressemblait en rien à l'insouciante adolescente de 16 ans disparue. Âgée de 19 ans, elle était mince et marquée, ses yeux détenaient des secrets qui lui serraient la poitrine. Mais lorsqu'elle lui saisit le bras sur ce lit d'hôpital, sa poigne était forte, désespérée. « Ils viennent te chercher, papa. Quitte la ville avant le deuil. » murmura-t-elle en jetant un coup d'œil frénétique vers la porte. « Je les ai entendus parler. Ils pensent que je suis morte. Ils ont tout planifié. » Qui ? Sarah. Qui a planifié quoi ? Julius garda une voix posée, mais en lui, quelque chose de froid et de familier s'éveillait. La même fureur calculatrice qui avait détruit ses rivaux qui avaient osé le contrarier. Maman et oncle Henri. La voix de Sarah se brisa. Il ne voulait pas seulement ma disparition, papa. Il voulait ma mort. Le bateau. Ce n'était pas un accident. Julius sentit le monde basculer sous ses pieds. Henry Jackson, le cousin supposé de sa femme Caroline, son associé depuis 8 ans, l'homme à qui il avait confié son entreprise et sa famille, l'homme qui avait aidé à retrouver Sarah, qui avait réconforté Caroline dans son chagrin. Oud. Les pièces du puzzle s'assemblèrent avec une clarté brutale. Henry Jackson n'était pas le cousin de Caroline. Les regards intimes que Julius avait repoussés, les réunions d'affaires nocturnes, la façon dont Caroline avait insisté pour qu'Henry l'aide avec le bateau ce jour-là, tout avait été orchestré. Alors que Julius quittait l'hôpital et se dirigeait vers le parking, son téléphone vibra, un SMS de Caroline lui parvenant. « Je viens voir Sarah, on se retrouve là-bas. » Mais lorsque les portes de l'ascenseur s'ouvrirent au niveau du parking, Julius s'immobilisa net. Debout près de sa Mercedes noire, se découpant sur les faibles néons, se tenait Henry Jackson. Mais il n'était pas seul. 3 hommes en costume sombre le flanquaient. Et leur façon de se déplacer révéla à Julius tout ce qu'il avait besoin de savoir sur leurs intentions. Le sourire d'Henry fut glacial lorsqu'il aperçut Julius. « C'est drôle avec les îles, Julius. Parfois, on s'y échoue. Parfois, on s'en lave définitivement. » Julius ressentit cette vague familière de calme prédateur qui lui avait été si utile lors d'innombrables OPA hostiles. Ces imbéciles n'avaient aucune idée de qui ils menaçaient. Il lui avait pris 3 ans, tenté d'assassiner sa fille, et maintenant il pensait pouvoir finir ce qu'ils avaient commencé. « Messieurs, » dit Julius d'une voix emplie de l'autorité tranquille qui avait bâti son empire. « Je crois que vous me désavantagez. » Mais tandis que les hommes approchaient, Julius calculait déjà les caméras de sécurité, les sorties, le poids du démonte-pneu dans son coffre. Ils avaient commis leur première erreur en le sous-estimant. Ce serait la dernière. Chapitre 2. Le réveil du prédateur. Julius Holt n'avait pas survécu à 30 ans de construction en reculant devant les menaces. Alors que les hommes d'Henry se rapprochaient, l'esprit de Julius bascula dans le mode d'analyse froide qui avait fait sa fortune et sa peur à parts égales. Le parking était devenu un échiquier, et ses amateurs allaient découvrir pourquoi Julius n'avait jamais perdu une partie importante. « Tu sais, Henry, » dit Julius en se dirigeant lentement vers sa voiture. « Je me suis toujours demandé pourquoi tu étais si impatient d'emmener Sarah faire cette excursion en bateau. Oncle généreux, qui veille sur sa nièce. » Sa main se dirigea nonchalamment vers son porte-clés. « Dis-moi, depuis combien de temps es-tu ma femme ?» Le masque confiant d'Henry s'effaça un instant. « Julius, tu ne comprends pas. »« Je comprends parfaitement. » Julius appuya sur le bouton panique de son porte-clés. L'alarme de la Mercedes retentit dans le parking, ses gyrophares se mettant à clignoter. « La sécurité sera là dans 90 secondes. Ça nous laisse le temps de discuter. » Les hommes hésitèrent,
regardant Henri pour obtenir des instructions. Dans ce moment d'incertitude, Julius frappa. Il avait appris depuis longtemps que la violence, comme les affaires, est une question de timing et de force écrasante. Sa botte à embout d'acier heurta le genou de l'homme le plus proche, le faisant tomber instantanément. Le pneu démonté de son coffre heurta la tempe du second homme avant qu'il ne puisse dégainer l'arme qu'il cherchait. Henri recula en titubant, sortant un pistolet, les mains tremblantes. Espèce de taré. Tu ne sais pas ce que tu fais. Je sais exactement ce que je fais. La voix de Julius était d'un calme mortel tandis qu'il avançait, le démonte-pneu toujours à la main. J'arrête tout ça. Tout ça. Mais au lieu de la peur, les yeux d'Henri s'emplirent soudain d'un triomphe malicieux. Tu ne peux pas me toucher, Julius. Tue-moi, et tu ne sauras jamais où se trouve Caroline, ni ce que nous avons prévu pour demain. Les pas de l'agent de sécurité résonnèrent dans la cage d'escalier. Julius fit son choix avec le même calcul froid qu'il avait utilisé pour détruire ses concurrents pendant des décennies. Il recula, laissant le démonte-pneu tomber au sol. Monsieur Holt, l'agent de sécurité, tourna au coin de la rue, observant la scène. Deux hommes gémissant au sol. Henri avec une arme. Julius se tenait calmement, les mains visibles. Que s'est-il passé ici? Tentative de vol, dit Julius d'une voix douce. Je me suis défendu. Je crois que Monsieur Jackson essayait d'aider, mais la situation a dégénéré. Ses yeux ne quittèrent pas le visage d'Henri. N'est-ce pas, Henri? Henri parut confus, puis comprit le piège que Julius venait de tendre. S'il contredisait la version des faits, il devrait expliquer pourquoi il se trouvait dans le parking avec des hommes armés. S'il acceptait, il devrait se plier au récit de Julius. C'est exact, dit lentement Henri en baissant son arme. Je suis venu voir Julius après avoir entendu parler de Sarah. J'ai trouvé ces hommes qui le menaçaient. Alors que la police arrivait et recueillait les dépositions, Julius gardait son sang-froid. Mais intérieurement, son esprit travaillait déjà sur un autre type de projet, celui de démolir systématiquement Henry Jackson et Caroline Fox, pièce par pièce. Cette nuit-là, seul dans son bureau, Julius ouvrit un ordinateur portable sécurisé et commença à passer des appels. Le même réseau de contacts qui l'avait aidé à acquérir des biens immobiliers de premier ordre et à écraser ses rivaux allait désormais servir à autre chose. Détectives privés, spécialistes de la sécurité et quelques individus dont les services n'étaient pas annoncés dans les pages jaunes. À l'aube, Julius disposait d'un dossier complet sur les véritables antécédents d'Henry Jackson, les activités financières de Caroline et, surtout, leur plan pour le lendemain. Ce qu'il découvrit le glaça et sa détermination fut absolue. Chapitre 3. L'architecte de la vengeance. La vérité était pire que ce que Julius avait imaginé. Henry Jackson n'était pas seulement l'amant de Caroline. C'était un escroc condamné qui avait purgé une peine pour fraude à l'assurance avant de se forger soigneusement une nouvelle identité. Caroline n'avait pas été séduite. Elle avait été sa partenaire depuis le début, jouant le rôle d'une mère endeuillée tandis qu'il détournait systématiquement l'argent des comptes de Julius et élaborait leur plan d'évasion. L'accident de Sarah avait été la première phase. Éliminer la fille qui pourrait tout hériter, donner une allure tragique à l'affaire et laisser le chagrin de Julius le rendre vulnérable. Demain, il prévoit de déclencher une demande d'indemnisation colossale pour le dernier projet de son entreprise, une tour de 50 étages en centre-ville, utilisant des explosifs stratégiquement placés pour provoquer un accident de chantier qui tuerait Julius et leur rapporterait des millions. Julius était assis dans son bureau privé à 3 heures du matin, examinant les preuves rassemblées par ses contacts. Des images de vidéosurveillance de Caroline et Henry ensemble des mois avant la disparition de Sarah. Des dossiers financiers montrant le vol progressif de près de 2 millions de dollars. Des enregistrements audio, provenant d'un micro que son enquêteur avait placé dans l'appartement d'Henry, détaillaient leur chronologie de l'explosion prévue le matin même. Mais ce qui scella leur destin, ce fut l'enregistrement final. Caroline riait en décrivant le naufrage du bateau de Sarah, croyant la fillette noyée. La petite morveuse ne se doutait de rien. La voix de Caroline grésillait dans les haut-parleurs. Elle remercia même Henry de lui avoir appris à utiliser correctement le gilet de sauvetage. Julius coupa l'enregistrement et passa son dernier appel de la soirée. Glenn, c'est Julius. J'ai besoin que tu rassembles l'ancienne équipe. Toute l'équipe. Notre travail exige des méthodes traditionnelles. Glenn Pierce avait travaillé pour Julius pendant 15 ans, gérant le genre de problèmes impossibles à résoudre en conseil d'administration.
son équipe avait libéré des terrains pour des projets de construction en convainquant des propriétaires récalcitrants de vendre, gérer des syndicalistes trop ambitieux et veiller à ce que les offres concurrentes échouent mystérieusement lorsque nécessaire. À quel point sommes-nous traditionnels, patron? La voix gracieuse de Glenn ne portait aucun jugement, seulement un intérêt professionnel. Assez traditionnel pour que nos problèmes ne ressurgissent pas, répondit Julius. Mais je veux qu'ils comprennent exactement pourquoi cela arrive. L'éducation avant l'élimination. À l'aube, Julius lança la première phase de son propre projet de construction. Le chantier qu'Henri et Caroline prévoyaient de détruire devint la base de quelque chose de complètement différent. Un piège soigneusement conçu qui leur donnerait exactement ce qu'ils méritaient. Julius arriva sur le chantier à 6 heures du matin, saluant son contremaître Omar Lloyd avec son professionnalisme habituel. Mais Omar, qui travaillait avec Julius depuis 12 ans, remarqua immédiatement la différence. Il y avait quelque chose dans le regard de son patron qui lui rappelait un loup flairé. « Omar, j'ai besoin que tu évacues les étages supérieurs de la tour. Inspection des fuites de gaz. Assurez-vous que tout le monde soit parti avant 8 heures, mais patron, les inspecteurs ne sont pas prévus avant maintenant. » Julius lui tendit un porte-bloc avec des documents officiels qui n'existaient pas la veille. « Et Omar, quand Monsieur Jackson arrivera. Assure-toi qu'il monte directement au 40e étage. Il s'attend à me retrouver là-bas. » Alors que les ouvriers commençaient l'évacuation, Julius s'installa dans la caravane de chantier qui servait de bureau annexe. Par les fenêtres, il avait une vue parfaite sur le bâtiment et la rue où Caroline garerait sa voiture, exactement là où elle avait prévu d'assister à la mort de son mari. À 7h45, le camion d'Henri arriva sur le chantier. Julius observa à la jumelle Henri récupérer un sac de voyage dans le lit, contenant sans doute les explosifs destinés à faire s'effondrer la tour. Henri, nerveux et excité, consultait sa montre à plusieurs reprises. Il était en avance, impatient de commencer la journée qui le rendrait riche et libre. À 7h52, la berline bleue de Caroline se gara de l'autre côté de la rue, positionnée de manière à avoir une vue parfaite sur le désastre auquel elle s'attendait. Elle resta dans la voiture, téléphone à la main, prête à appeler les secours et à jouer la veuve dévastée. À 8 heures du matin, Julius sortit de la caravane et se dirigea droit vers l'entrée du bâtiment où Henri l'attendait avec une impatience à peine dissimulée. Julius, appela Henri d'une voix artificiellement enjouée. « Prêt pour la grande inspection ? J'ai tout le matériel nécessaire. »« J'en suis sûr, » répondit Julius en scrutant le visage d'Henri. « Dis-moi, Henri, crois-tu en la justice ? » ?»« La justice ?» Henri parut perplexe. « Quel genre de question est-ce ? » ?»« Le genre de question à laquelle tu vas répondre personnellement, » dit Julius en s'écartant tandis que Glenn Pierce et 3 autres hommes émergeaient de derrière une bétonnière. Le visage d'Henri devint blanc en reconnaissant leurs expressions. Le même regard que Julius arborait lorsqu'il s'apprêtait à détruire définitivement un concurrent. Chapitre 4. La fondation. La confiance d'Henry Jackson s'effrita lorsque Glenn Pierce s'avança, retirant le sac d'explosifs de ses doigts inertes. Julius avait vu ce même regard d'horreur naissant sur d'innombrables rivaux au fil des ans. Au moment où ils ont réalisé qu'ils avaient été déjoués par quelqu'un qui jouait le jeu mieux qu'eux. « Voyez-vous, » dit Henry Julius sur le ton de la conversation, « le truc, dans le bâtiment, c'est qu'on apprend à construire des choses pour durer. Des fondations solides, une planification minutieuse, une attention portée à chaque détail. » Il désigna la tour qui les surplombait, mais on apprend aussi à tout. Démolir systématiquement, complètement. Glenn ouvrit le sac de sport, révélant non seulement des explosifs, mais aussi des plans détaillés du bâtiment, des minuteries et même un manifeste dactylographie destiné à être retrouvé après la mort de Julius, le dépeignant comme un homme d'affaires poussé au suicide par la culpabilité d'avoir négligé les règles de sécurité qui ont conduit à la mort de sa fille. Julius, minutieux, hocha la tête d'un air approbateur. « Je respecte une bonne planification, même quand elle me vise. Mais il y a une chose que tu n'as pas prise en compte dans ton plan, Henri. » « Laquelle ? » La voix d'Henri était à peine un murmure. « J'ai construit cette tour. Chaque poutre, chaque câble, chaque structure de soutien a été conçue selon mes spécifications. Tu pensais vraiment que je ne le saurais pas si quelqu'un essayait de la piéger pour qu'elle s'effondre ? La vérité, c'est que Julius était au courant du sabotage prévu depuis des heures. Son système de sécurité avait détecté les précédentes visites d'Henri sur le site, les accès non autorisés aux étages restreints, et même les petits trous d'essai qu'Henri avait percés pour déterminer le meilleur emplacement pour ses charges. Les hommes de Julius avaient observé, appris,
préparé. Glenn, emmène notre ami à l'étage. Je veux qu'il voie exactement où il comptait placer ses charges. L'éducation avant tout, tu te souviens? Tandis que Glenn et ses hommes escortaient Henry dans le bâtiment, Julius reporta son attention sur la berline bleue de l'autre côté de la rue. Caroline était assise à l'intérieur, consultant sa montre, complètement inconsciente que son plan soigneusement orchestré était déjà en train de s'effondrer. Julius traversa la rue et tapota à sa vitre. Le visage de Caroline s'illumina d'une inquiétude artificielle en le voyant. « Julius, Dieu merci, tu vas bien. J'étais tellement inquiète en apprenant l'inspection. Tout est-il en sécurité? » Parfaitement en sécurité, répondit Julius en ouvrant la portière de sa voiture. En fait, je pense que tu devrais venir voir par toi-même. Henry est à l'étage et me montre quelques problèmes structurels qu'il a découverts. Caroline hésita un instant. Une lueur d'incertitude confirma les soupçons de Julius, mais elle était désormais investie dans son rôle, piégée par sa propre tromperie. Bien sûr, dit-elle en sortant de la voiture. Je veux m'assurer que tu ne prends pas de risques inutiles, surtout après tout ce que nous avons vécu avec Sarah. Julius la guida dans le bâtiment, une main posée délicatement sur son dos. Aux yeux de tout observateur, il ressemblait à un couple inquiet, uni par la tragédie et avançant ensemble. Mais Caroline ne pouvait lire la froideur calculatrice dans le regard de Julius, ni la pression un peu trop forte de ses doigts sur sa colonne vertébrale. L'ascenseur jusqu'au 40e étage se fit silencieux, à l'exception du bourdonnement mécanique des câbles. Caroline fixait les chiffres grimpés, le souffle légèrement accéléré. Julius se demanda si la hauteur la rendait nerveuse ou si quelque chose d'autre la préoccupait. Lorsque les portes s'ouvrirent, ils découvrirent Henry debout près du mur et de l'étage inachevé, entouré des hommes de Julius. Glenn avait disposé le contenu du sac de sport sur une table improvisée. Des explosifs, des minuteries et le plan détaillé d'eux. Le meurtre de Julius. Caroline, dit Henry, la voix crispée par la peur. Je crois qu'on doit. Vous devez vous expliquer, interrompit Julius, sa voix tranchant comme une lame. Tous les deux, à commencer par pourquoi ma fille a passé 3 ans sur une île, se croyant morte pour le monde. Le masque de Caroline finit par tomber. L'inquiétude de l'épouse disparut, remplacée par quelque chose de plus dur et de plus calculateur. Comment l'avez-vous découvert? De la même manière que je découvre tout ce qui compte. Je suis attentive. J'enquête. Je me prépare. Julius marchait lentement autour d'eux comme un prédateur encerclant une proie blessée. Vous pensiez vraiment pouvoir me voler, assassiner ma fille, planifier ma mort, sans que je ne le remarque, dit Caroline, sa voix prenant de la force tandis qu'elle abandonnait ses prétentions. Vous n'étiez jamais censé la retrouver. Elle aurait dû se noyer avec le bateau. Cet aveu flottait dans l'air comme du poison. Julius connaissait la vérité, mais l'entendre la dire à voix haute cristallisa quelque chose en lui. Une décision finale et glaciale, comme la dernière poutre posée. Glenn, dit Julius doucement. Je veux que tu installes des câbles à cet étage. Exactement comme Henry l'avait prévu. Même charge, même minuterie, mais avec une modification. Qu'est-ce que c'est, patron? Julius regarda Caroline et Henry, scrutant leur visage tandis que l'aube se levait. Réglez la minuterie sur 60 minutes et assurez-vous qu'ils soient tous les deux là pour apprécier le savoir-faire lorsqu'elle sonnera. Chapitre 5. Le plan de la trahison. La défiance de Caroline et Henry s'effrita à mesure que la réalité de leur situation s'imposait. Julius observait avec le même intérêt détaché qu'il avait manifesté en observant les équipes de démolition préparer un bâtiment à la destruction. Tout devait être fait avec précision, méthodiquement, sans aucune marge d'erreur. Tu ne peux pas faire ça, dit Caroline. Mais sa voix manquait de conviction. Les gens poseront des questions. Sarah le saura. Sarah le sait déjà. Julius l'interrompit. C'est elle qui m'a parlé de votre plan. 3 ans sur cette île lui ont donné tout le temps de reconstituer ce qui s'est réellement passé. Incroyable ce qu'une jeune fille de 19 ans peut se rappeler alors qu'elle lutte pour sa survie chaque jour. Il sortit son téléphone et passa un enregistrement. La voix de Sarah était claire et forte malgré la douleur. Ça a dû la faire parler. Papa, je me souviens de tout maintenant. La façon dont maman a insisté pour que je monte sur le bateau ce jour-là. Comment oncle Henry a vérifié les gilets de sauvetage sans m'en mettre un seul. Le trou qu'ils ont percé dans le trou. Je les ai entendus parler après, pensant que je me noyais.
Maman a dit que j'étais enfin hors de portée. Le visage de Caroline est devenu blanc. Elle ment. Elle est confuse, traumatisée. Elle est vivante, dit simplement Julius. Ce qui est plus que ce que tu avais prévu pour elle. Plus que ce que tu avais prévu pour moi. Les hommes de Glenn avaient terminé de poser les charges exactement comme Henry les avait conçues. L'ironie n'a pas échappé à Julius. Ils allaient mourir de la même manière qu'ils l'avaient prévu pour lui, dans le même bâtiment qu'ils avaient prévu de détruire. 55 minutes, annonça Glenn en vérifiant le chronomètre. Julius se tourna vers Henry, qui tremblait contre le muret. Dis-moi, Henry, depuis combien de temps préparais-tu ça? Depuis combien de temps es-tu ma femme et complotes-tu pour tuer ma famille? Henry essaya de garder une certaine dignité, mais sa voix brisait. 2 ans. Au début, ce n'était qu'une simple liaison. Mais Caroline m'a montré tes relevés financiers, les polices d'assurance, le testament. L'argent dormait là, tout simplement. Et tu étais tellement occupé par tes projets que tu as décidé d'éliminer les obstacles. Julius hocha la tête. Sarah d'abord, car elle hériterait de tout, puis moi, car l'assurance verserait une indemnité à Caroline, ma veuve. Propre, efficace. J'admire presque cette simplicité. Caroline s'était rapprochée d'Henry. Leur partenariat est évident, même maintenant. On pourrait partager l'argent avec toi, dit-elle désespérément. Il y en a assez pour nous tous. On pourrait disparaître, recommencer ailleurs. Julius rit, un rire dénué d'humour qui résonna sur les murs de béton. Caroline, tu ne comprends toujours pas. Ce n'est pas une question d'argent. Ce n'en a jamais été une. Et après, demanda Henry. Respect, dit Julius. Tu m'as volé. Tu as essayé d'assassiner ma fille. Tu as planifié de me tuer. Mais le pire, c'est que tu pensais que j'étais assez faible pour te laisser t'en tirer. Julius se dirigea vers la fenêtre, contemplant la ville qu'il avait contribué à bâtir. 40 étages plus bas, les ouvriers commençaient leur journée, inconscients du drame qui se jouait au-dessus d'eux. Dans mon métier, la réputation est primordiale. Quand les gens apprendront que Julius Hall a été trahi par sa femme et associé, que pensez-vous qu'ils en concluront? Qu'il était faible, naïf, un homme incapable de protéger sa propre famille, il se retourna pour leur faire face. Mais quand ils apprendront que Julius Hall a découvert la trahison et éliminé complètement la menace, que penseront-ils alors? 45 minutes, annonça Glenn. Julius fit un signe de tête à ces hommes qui se dirigèrent vers l'ascenseur. Nous vous laissons tous les deux profiter de la vue. On m'a dit que l'exposition est particulièrement spectaculaire à la lumière du matin. Attendez. Caroline se précipita vers lui, mais Glenn se plaça doucement sur son chemin. Julius, s'il te plaît. Je suis toujours ta femme. Nous avons une histoire ensemble. Nous avons une histoire. Julius corrigea le passé. Dès que vous avez décidé que ma fille devait mourir, vous avez mis fin à cette histoire. Depuis, tout a été remis en ordre. Alors que les portes de l'ascenseur commençaient à se fermer, Henry a fait une dernière tentative désespérée. La police va enquêter. Ils sauront que ce n'était pas un accident. Le feront-ils? Demanda Julius. Un étage s'effondre lors d'une inspection de fuite de gaz, tuant un escroc notoire et son complice, découvert en train de tenter de saboter l'immeuble. Le même escroc qui a tenté de me cambrioler dans un parking couvert hier. Les images de sécurité les montreront entrer ensemble dans l'immeuble avec du matériel suspect. Les portes se sont refermées sur leur visage horrifié. 35 minutes, dit Glenn en descendant. Julius sortit son téléphone et composa le numéro. Inspecteur Walsh. Ici Julius Halt. Je dois signaler une effraction sur mon chantier. Oui, j'ai bien peur que ce soit encore Henry Jackson. Il est ici avec ma femme et je pense qu'ils essaient de saboter l'immeuble. Non, j'évacue immédiatement. Je vous suggère d'envoyer les démineurs. Lorsqu'ils atteindront le rez-de-chaussée, la police, les sirènes hurlaient déjà au loin. Julius marcha calmement jusqu'à sa Mercedes, démarra le moteur et parcourut exactement 4 pâtés de maison avant de se garer dans un parking et de se diriger vers le toit. L'explosion, lorsqu'elle se produisit, fut exactement ce qu'Henry avait prévu, spectaculaire, dévastatrice et d'une efficacité redoutable. Le mur du 40e étage s'effondra dans une cascade de béton et d'acier, emportant avec lui toute trace de l'implication de Julius et ne laissant derrière lui que les restes tragiques de 2 personnes qui avaient tenté de le détruire.
Chapitre 6. Le plan final. Les conséquences de l'explosion se déroulèrent exactement comme Julius l'avait orchestré. Les médias rapportèrent qu'il s'agissait d'un accident tragique lors d'une inspection de routine. Une fuite de gaz avait été sabotée par un criminel notoirement lié à la fraude à l'assurance. L'inspecteur Walsh, qui avait travaillé avec Julius sur plusieurs vols sur des chantiers de construction au fil des ans, trouva les preuves exactement là où Julius lui avait suggéré de chercher. Le passé criminel d'Henry Jackson fut révélé en quelques heures. La participation de Caroline au détournement de fonds fut découverte grâce aux documents financiers détenus par les hommes de Julius. Soigneusement conservés et divulgués anonymement à la police. La compagnie d'assurance, confrontée à des preuves évidentes de tentatives de fraude, a non seulement refusé d'indemniser les dommages causés au bâtiment, mais a également lancé sa propre enquête sur les réclamations précédentes. Julius était debout dans son bureau ce soir-là, regardant les informations sur plusieurs écrans. Sarah était assise à côté de lui, la main posée sur son bras. Le premier contact physique qu'ils avaient partagé depuis son retour, un contact qui ressemblait plus à celui d'une fille et d'un père qu'à celui d'une survivante et d'un sauveteur. « Te sens-tu coupable » demanda Sarah doucement. Julius réfléchit sérieusement à la question. « Te sens-tu coupable d'avoir survécu alors qu'il voulait ta mort ?» « Non » répondit immédiatement Sarah. « Je me suis battu pendant 3 ans pour vivre, pour rentrer chez moi, pour te prévenir. »« Alors tu comprends » répondit Julius. « Ils ont fait leur choix lorsqu'ils ont décidé que ma famille était sacrifiable. Je me suis simplement assuré que les conséquences soient à la hauteur du crime. » Son téléphone a vibré, un SMS de Glenn a retenti. « Site nettoyé. Tout le matériel est arrivé. Prêt pour la phase 2. » Phase 2. Julius avait tout planifié depuis le moment où il avait appris l'ampleur de la trahison de Caroline et Henry. Leur mort ne suffisait pas. Leur réseau, ceux qui les avaient aidés, ceux qui avaient fermé les yeux pendant qu'ils le volaient et complotaient un meurtre. Tous devaient comprendre le prix à payer pour trahir Julius Salt. « Sarah, » dit Julius, « je veux que tu vois quelque chose. » Il la conduisit à son bureau où un grand écran affichait un organigramme complexe. Noms, photos et connexions remplissaient l'écran comme une toile d'araignée de complicité. Il s'agissait de toutes les personnes impliquées, directement ou indirectement. Et vous, que vous est-il arrivé? La sœur de Caroline, Debbie, qui a aidé à créer les comptes offshore. Le propriétaire de la marina qui a falsifié les registres d'inspection des bateaux. L'agent des gardes-côtes payé pour limiter la zone de recherche. L'expert en assurance qui allait entériner la déclaration de sinistre après ma mort. Sarah étudia le dossier, son expression se durcissant en reconnaissant certains noms. Que allez-vous leur faire? Que ferai-je à quiconque menace ma famille, répondit Julius. Je vais les détruire. En toute légalité si possible, sinon c'était nécessaire. Le plan était déjà en marche. Debbie Whittaker verrait sa licence d'infirmière suspendue suite à une dénonciation anonyme concernant un vol de médicaments dans son hôpital. Le propriétaire de la marina serait poursuivi au niveau fédéral pour des infractions à la sécurité que les avocats de Julius avaient passé la journée à documenter. Les dettes de jeu de l'agent des gardes-côtes seraient soudainement mises en cause par des créanciers très hostiles. Mais d'abord, continua Julius, je veux vous montrer autre chose. Il sortit un autre dossier, des plans d'architecture pour un nouveau projet, un parc commémoratif sur le site où Sarah avait été retrouvée, avec un centre communautaire qui offrirait des cours de survie et de sécurité nautique aux jeunes. J'appelle ça le sanctuaire de Sarah, dit Julius. Un lieu où les enfants peuvent apprendre les compétences que l'on utilise pour survivre. Des compétences qui pourraient leur sauver la vie si jamais quelqu'un tente de leur faire du mal comme Caroline et Henry vous ont fait du mal. Sarah étudia les plans, les larmes aux yeux. Mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'étaient des larmes de reconnaissance. C'est ainsi que Julius a montré son amour par l'action, en construisant quelque chose de durable, en s'assurant que la tragédie ne puisse arriver à personne d'autre. « Papa, dit-elle, enfin, je veux aider pour le mémorial, mais aussi pour l'autre chose, les gens qui les ont aidés. » Julius regarda sa fille, la regarda vraiment pour la première fois depuis son retour. L'adolescente de 16 ans effrayée avait disparu, remplacée par quelqu'un de plus dur, de plus déterminé. Quelqu'un qui comprenait que la justice n'était pas toujours belle, mais qu'elle était toujours nécessaire. « Tu as déjà aidé, dit-il, plus que tu ne le penses. Mais si tu veux faire partie de la suite, tu dois comprendre une chose. Une fois engagé sur cette voie,
il n'y a plus de retour en arrière. Ni pitié, ni seconde chance, ni pardon pour ceux qui se sont dressés contre nous. L'expression de Sarah était acier. Ils ont essayé de me tuer, papa. Ils m'ont regardé disparaître sans jamais se retourner. Pourquoi voudrais-je leur témoigner de la pitié? Julius sourit. Le premier sourire sincère qu'il avait ressenti depuis 3 ans. Sa fille avait survécu à bien plus que l'île. Elle avait survécu à la trahison, à l'abandon, à la certitude que sa propre mère avait voulu sa mort. Et maintenant, elle était prête à l'aider à faire en sorte que plus personne ne prenne la famille Hall pour une proie facile. Alors, mettons-nous au travail, dit-il en ouvrant un ordinateur portable sécurisé. Nous avons beaucoup de gens à rappeler à l'importance de la loyauté. Chapitre 7. La revanche de la Fondation. 3 mois après l'explosion, la destruction méthodique du réseau de Caroline et Henry par Julius Holt se déroulait avec la précision d'une démolition magistrale. Chaque cible tombait dans une séquence soigneusement orchestrée, telle des dominos arrangés par une main experte. Debbie Whittaker découvrit la puissance de l'influence de Julius lorsque son permis d'exercer fut suspendu, dans l'attente d'une enquête sur des allégations de vol de drogue. Les preuves étaient circonstancielles, mais accablantes. Des images de vidéosurveillance la montrant dans des endroits où elle n'aurait pas dû être. Des témoignages de patients concernant des analgésiques manquants, des dossiers financiers suggérant une addiction au jeu nécessitant un financement. Rien de tout cela n'a été inventé, mais les enquêteurs de Julius ont minutieusement trouvé tous les fils et les ont tirés au clair. S'il vous plaît, a supplié Debbie lors de l'appel téléphonique que Julius a reçu dans son bureau. Je sais ce que vous pensez, mais je n'ai guère aidé Caroline. J'ai juste ouvert un compte en banque, c'est tout. Je ne savais pas à quoi il servait. Vous avez ouvert 17 comptes en banque, a répondu Julius en lisant le dossier que ses enquêteurs avaient constitué. Dans 4 États différents, en utilisant de faux documents d'identité obtenus grâce à l'accès administratif de votre hôpital, vous avez facilité le vol de près de 2 millions de dollars à mon entreprise. J'avais besoin de cet argent. Les factures médicales de ma fille. Votre fille est en bonne santé depuis 3 ans, a interrompu Julius. Les factures médicales que vous avez montrées à Caroline ont été falsifiées pour gagner sa sympathie et justifier votre participation. Vous avez reçu 60 000 dollars pour vos services, que vous avez dépensés pour une maison de vacances à Floride. Le silence à l'autre bout du fil dura suffisamment longtemps pour que Julius puisse examiner le point suivant sur sa liste. Le propriétaire de la marina, Wade Miller, devait comparaître devant un tribunal fédéral la semaine prochaine. L'officier des gardes-côtes, Thomas Carter, avait déjà été arrêté pour corruption et falsification de rapports de recherche. Que voulez-vous, murmura finalement Debbie. Je veux que vous compreniez une chose, dit Julius. Vous avez aidé à planifier le meurtre de ma fille. Vous avez facilité le vol de mon argent. Vous avez participé à un complot visant à me tuer. Le fait que vous ne perdiez que votre carrière au lieu de votre vie est une grâce que je vous accorde une seule fois. Julius raccrocha sans attendre de réponse. La grâce, selon son expérience, était une ressource limitée qu'il fallait utiliser avec parcimonie et stratégie. Sarah entra dans son bureau avec 2 tasses de café et un dossier marqué Phase 3. À 19 ans, elle était devenue sa conseillère la plus fidèle. Son instinct de survie, aiguisé par 3 années de solitude, s'était transformé en une capacité étonnante à décrypter les gens et les situations. Wade Miller veut conclure un marché, rapporta TL en s'installant sur la chaise en face de son bureau. Il est prêt à témoigner sur tous ceux qui ont été payés pour fermer les yeux lors des inspections des bateaux. En échange, il exige l'immunité contre les poursuites et une aide à la réinstallation. Julius réfléchit à la question. Le témoignage de Miller pourrait faire tomber plusieurs autres conspirateurs, mais cela signifierait aussi que l'un des responsables de la disparition de Sarah échapperait à la justice. Qu'en penses-tu ? Demanda-t-il à sa fille. Sarah avait l'air pensive. Je pense que son témoignage pourrait nous aider à atteindre les personnes qui comptent vraiment. Ceux qui ont permis à maman et Henry d'opérer si longtemps sans se faire prendre. Elle ouvrit le dossier et étala des photos de surveillance sur le bureau de Julius. Pendant que tu t'occupais des petits poissons, je traquais les plus gros. Regarde ça. Les photos montraient une série de rencontres entre Caroline et une femme que Julius ne reconnaissait pas. Une élégante brune vêtue de vêtements coûteux, photographiée dans des restaurants, des hôtels et des clubs privés. Elle s'appelle Antonia Hawkins, poursuivit Sarah. Elle dirige un cabinet de conseil spécialisé dans la fraude à l'assurance et l'usurpation d'identité. Caroline n'était pas sa seule cliente.
Elle mène des opérations similaires depuis au moins 5 ans, aidant des femmes fortunées à se débarrasser de membres de leur famille gênants tout en accédant à leurs biens. Julius étudia les photos avec un intérêt croissant. C'était plus grave qu'il ne l'avait imaginé. Pas seulement une trahison personnelle, mais une opération professionnelle qui avait probablement détruit des dizaines de familles. Combien de clients a-t-elle actuellement, demanda-t-il. 12 dossiers actifs que j'ai pu identifier. Tous suivent le même schéma, des hommes riches et âgés avec des épouses plus jeunes, dont les enfants sont issus de mariages précédents. Les épouses contactent Antonia par le biais de clubs sociaux ou d'organisations caritatives. En l'espace d'un an, il y a toujours un accident tragique qui tue les beaux enfants, suivi d'un autre qui tue le mari. Julius sentit une fureur froide et familière s'emparer de lui. Il ne s'agissait pas seulement de sa famille. Il s'agissait d'un prédateur systématique qui considérait les familles comme la sienne comme un terrain de chasse. Où est Antonia Hawkins maintenant? Elle organise un gala de charité demain soir. Club privé, très exclusif. La plupart de ses clients actuels seront présents. Sarah déposa sur le bureau une invitation élégamment gravée annonçant une collecte de fonds pour la formation à la sécurité maritime. L'ironie ne leur échappa pas. Comment avez-vous obtenu cela? Le sourire de Sarah était vif. J'ai convaincu l'un de ses clients que j'étais un nouveau marque potentiel. Une jeune veuve riche cherchant des conseils pour gérer son héritage. Elle était impatiente de me présenter à son conseiller financier. Julius regarda sa fille avec fierté et une sorte d'admiration. 3 années de survie lui avaient appris à penser comme un prédateur pour identifier les menaces et les opportunités avec le même instinct qu'il avait maintenu en vie sur l'île. Troisième étape, demanda-t-il, nous assistons au gala. Nous identifions toutes ces opérations en cours, puis nous fermons définitivement tout le réseau. Julius commença immédiatement à planifier. Ce ne serait pas comme l'élimination ciblée de Caroline et Henry. Cela nécessiterait une stratégie plus sophistiquée, plus complète, mais ce serait aussi l'occasion idéale d'envoyer un message à quiconque pourrait envisager de cibler sa famille. Sarah, dit-il, je veux que tu comprennes quelque chose. Ce que nous prévoyons n'est plus seulement une vengeance. C'est de la prévention. Nous allons faire en sorte que cela n'arrive plus jamais à une autre famille. Je sais, papa. C'est pourquoi je veux bien faire les choses. Julius hocha la tête, visualisant déjà la soirée à venir. Demain soir, Antonia Hawkins et ses clients se réuniraient pour célébrer leur succès à détruire des familles. Mais ils repartiraient en sachant que certains prédateurs étaient plus dangereux que d'autres et que la famille Hulk n'était pas une proie. Chapitre 8. Le bal des prédateurs. Le Golden Coast Club représentait tout ce que Julius méprisait chez l'élite fortunée. L'argent hérité se faisant passer pour de la sophistication, le privilège porté comme une armure contre la responsabilité. Alors qu'il entrait avec Sarah dans la salle de bal aux colonnes de marbre, Julius observa la foule avec la même attention calculatrice qu'il avait autrefois réservée aux réunions de prise de contrôle hostile. Antonia Hawkins tenait sa cour près de l'orchestre, entourée de femmes qui portaient des diamants comme des armes et des sourires comme des masques. Elle était exactement comme Sarah l'avait décrite, élégante, sûre d'elle, et rayonnante du charme prédateur qui attirait les victimes dans des pièges soigneusement tendus. Elle nous a déjà repérés, murmura Sarah en ajustant le bracelet Cartier vintage qui dissimulait un appareil d'enregistrement sophistiqué. La troisième femme en partant de la gauche est Kelly Compton, sa nouvelle cliente. Son mari possède une compagnie maritime et ses 2 beaux enfants sont morts dans un accident de bateau le mois dernier. Julius remarqua l'expression de chagrin éprouvé de la femme, la façon dont elle touchait ses bijoux en évoquant sa perte. Tous les signes d'une personne jouant un rôle plutôt que de vivre une tragédie. Monsieur Holt. La voix d'Antonia portait parfaitement la conversation, les entraînant dans son orbite avec une aisance maîtrisée. Quel plaisir inattendu! J'ai été profondément attristé d'apprendre vos récentes pertes. Merci, répondit Julius, laissant transparaître juste ce qu'il fallait de douleur dans son expression. Sarah et moi nous adaptons encore à la vie sans Caroline. Cela a été difficile. Je ne peux qu'imaginer la soudaineté de tout cela, sitôt après avoir retrouvé votre fille. Le destin peut être incroyablement cruel. Sarah s'est rapprochée de son père, jouant le rôle de la fille en deuil avec une authenticité issue du vécu. Nous essayons de nous concentrer sur les aspects positifs. Le projet commémoratif de papa a été très apaisant. Projet commémoratif. L'intérêt d'Antonia s'est aiguisé. Un centre de sécurité maritime, expliqua Julius. Enseigner les techniques de survie, la sécurité nautique,
la préparation aux situations d'urgence. Nous voulons éviter que d'autres familles vivent ce que nous avons vécu. La conversation se poursuivit avec les échanges superficiels et polis de la haute société, mais Julius en percevait le sous-entendu. Antonio les évaluait, essayant de déterminer si Julius pouvait être un client potentiel pour ses services. Un riche veuf avec un enfant survivant pourrait être précieux, surtout si l'enfant pouvait être convaincu que la nouvelle épouse de son père méritait d'être loyauté. Au fil de la soirée, Julius et Sarah circulèrent dans la foule, identifiant le réseau d'Antonia avec une précision chirurgicale. 12 femmes ayant perdu leur beau enfant dans des accidents opportunistes. 8 hommes ayant récemment épousé des femmes plus jeunes et qui rejoindraient probablement leur beau enfant d'ici 1 an. 3 avocats spécialisés dans les procédures successorales accélérées. Un détective privé fournissant des services de surveillance. Un courtier en yacht vendant des bateaux présentant des faiblesses structurelles cachées. L'ampleur de l'opération était stupéfiante. Antonia avait bâti tout un écosystème de prédateurs, chacun jouant son rôle dans une machine conçue pour détruire des familles et transférer des richesses. Selon des estimations prudentes, ils auraient volé plus de 50 millions de dollars et assassiné au moins 30 personnes au cours des 5 dernières années. Mesdames et messieurs, annonça Antonia depuis la petite scène près de l'orchestre. Merci à tous d'être parmi nous ce soir pour soutenir l'éducation à la sécurité maritime. Comme beaucoup d'entre vous le savent, cette cause est profondément personnelle pour ceux d'entre nous qui ont perdu des êtres chers dans de tragiques accidents de navigation. Les applaudissements étaient polis, maîtrisés, obscènes dans leur hypocrisie. Julius sentit les mains de Sarah. Ils se sont glissés dans le sien, un geste qui ressemblait à du réconfort, mais qui était aussi une forme de solidarité. Ils étaient entourés de tueurs qui portaient des galasses de charité comme un camouflage. Avant de conclure cette soirée, Antonia a poursuivi, « J'aimerais partager une excellente nouvelle. Notre fondation a trouvé un nouveau partenaire qui nous aidera à étendre considérablement notre portée. Un homme dont la récente tragédie personnelle l'a inspiré à veiller à ce que d'autres familles reçoivent la protection qu'elles méritent. » Julius réalisa avec une froide clarté qu'Antonia s'apprêtait à annoncer sa participation à son réseau. Elle avait mal interprété son intérêt, interprété ses questions sur la sécurité maritime comme une expression de désir de rejoindre son organisation. Le prédateur avait pris le chasseur pour une proie. Monsieur Julius Holt a accepté de devenir notre nouveau président des opérations, annonça Antonia en lui adressant un geste triomphal. Son expérience dans le bâtiment et ses récentes pertes personnelles le rendent particulièrement qualifié pour nous aider à bâtir un avenir plus sûr pour les familles du monde entier. Les applaudissements étaient désormais enthousiastes, l'accueillant au sein de leur cercle de tueurs. Julius se leva lentement et se dirigea vers la scène du pas mesuré d'un homme acceptant un fardeau qu'il ne voulait pas mais ne pouvait refuser. « Merci », dit-il dans le micro, sa voix portant aisément dans la salle. Antonia a raison, mes récentes expériences ont été instructives. J'ai appris des choses sur la confiance, la loyauté et le prix de la trahison que je n'aurais jamais imaginé. Il marqua une pause, baissant les yeux. Je balayais la foule, prenant contact avec chacun des clients d'Antonia. J'ai appris que certaines personnes considèrent les familles comme la mienne comme des opportunités plutôt que comme des relations. Elles perçoivent la confiance comme une faiblesse, l'amour comme une vulnérabilité et la loyauté comme une source de profit. Le sourire d'Antonia commençait à vaciller lorsqu'elle perçut dans le ton de Julius quelque chose qui ne correspondait pas à ses attentes. Mais j'ai aussi appris que les prédateurs commettent une erreur fondamentale lorsqu'ils choisissent leur proie. Ils supposent que la richesse rend les gens faibles, que le chagrin les affaiblit, que la perte les rend vulnérables. Julius fouilla dans sa veste et en sortit une épaisse enveloppe qu'il déposa sur le podium devant lui. Ce soir, je veux partager avec vous les résultats de 3 mois d'enquête sur Antonia Hawkins et ses associés. Relevés bancaires, enregistrements audio, images de surveillance et documentation détaillée de chaque meurtre, chaque vol, chaque famille détruite qui a financé votre style de vie confortable. La salle de bal s'est effondrée dans le chaos. Plusieurs personnes se sont précipitées vers les sorties. D'autres ont sorti leur téléphone pour passer des appels frénétiques, et Antonia elle-même a reculé, comme pour prendre ses distances. Elle-même se préparait à la catastrophe qui se déroulait. Mais Julius avait préparé ce moment avec le même souci du détail qu'autrefois pour coordonner des projets de construction complexes. Les sorties étaient bloquées par des agents fédéraux qui attendaient dehors. Les signaux des téléphones portables étaient brouillés par le matériel que Sarah l'avait aidé à installer. Chaque conversation dans la pièce était enregistrée par des appareils que son équipe de sécurité avait installés des heures plus tôt. Le FBI recueillera les dépositions de toutes les personnes présentes dans cette pièce,
poursuivit calmement Julius. Ceux d'entre vous qui coopéreront pleinement seront traités en fonction de leur degré de participation. Ceux qui tenteront de fuir ou de détruire des preuves seront traités comme complices de meurtre. Alors que les agents fédéraux envahissaient la salle de bal, Julius descendit de scène et se dirigea directement vers Antonia Hawkins, figée au milieu du chaos. « Vous avez commis une erreur critique, lui dit-il doucement. Vous avez supposé que je pleurais ma femme. Mais Caroline a cessé d'être ma femme au moment où elle a décidé que ma fille devait mourir. Je n'étais pas en deuil. J'étais en chasse. » Chapitre 9. La posture de fondation. 6 mois plus tard, Julius se tenait dans le parc commémoratif achevé où Sarah avait les gardes-côtes avaient découvert le centre communautaire derrière lui, ses lignes épurées et ses espaces ouverts conçus pour accueillir plutôt qu'intimider. Les rires des enfants résonnaient dans la zone de formation à la sécurité du bateau, où les adolescents apprenaient les techniques qui pourraient leur sauver la vie s'ils se retrouvaient un jour seuls sur l'eau. L'affaire Antonia Hawkins avait fait la une des journaux nationaux pendant des semaines. 37 personnes avaient été arrêtées dans ce que les procureurs ont qualifié de plus grand complot de fraude à l'assurance organisée de l'histoire fédérale. Antonia elle-même purgeait une peine de prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle pour 15 chefs d'accusation de meurtre au premier degré. Ses clients et associés avaient été condamnés à des peines allant de 25 ans à la perpétuité selon leur degré de participation. L'argent récupéré auprès de leur réseau, plus de 60 millions de dollars, avait servi à créer des fonds d'indemnisation des victimes et à étendre les programmes de sécurité maritime à travers le pays. La fondation de Julius gérait désormais 12 centres de formation dans les communautés côtières, enseignant des techniques de survie à des milliers de jeunes chaque année. La voix de Sarah interrompit ses pensées. Elle s'approcha, une tablette affichant les dernières statistiques d'inscription. À 20 ans, elle était devenue directrice des opérations de la fondation, apportant les mêmes instincts de survie qui l'avaient maintenue en vie sur l'île, pour prévenir des tragédies similaires. Le centre Phoenix est à pleine capacité, rapporta TL. Il demande l'autorisation d'étendre le programme afin d'y inclure une formation à la survie en milieu sauvage. Julius hocha la tête, examinant la proposition sur sa tablette. L'extension était logique. Nombre des victimes d'Antonia avaient été tuées dans des endroits reculés ou des techniques de survie de base auraient pu faire la différence entre la vie et la mort. Approuvez-la, dit-il. Mais je veux que vous supervisiez personnellement l'élaboration du programme. Assurez-vous qu'ils enseignent de vraies compétences, pas seulement de la théorie. Sarah sourit, son expression transformant son visage d'administratrice sérieuse en fille fière. J'ai déjà commencé à travailler dessus. Je veux inclure un module sur la façon de reconnaître quand quelqu'un essaie de vous isoler de votre réseau de soutien. Les premiers signes avant-coureurs d'un comportement prédateur. C'était exactement le genre de réflexion qui rendait Julius fier de la femme que sa fille était devenue. Elle avait transformé la pire expérience de sa vie en bouclier pour les autres. Plus personne ne pourrait jamais prétendre ne pas connaître les signes avant-coureurs, ne pas comprendre les dangers, n'avait pas les compétences nécessaires pour survivre lorsque les prédateurs venaient chasser. Monsieur. Glenn Pierce s'approcha du parking, l'air neutre, mais sa posture suggérait une nouvelle exigeant une certaine confidentialité. Nous avons une situation qui requiert votre attention. Julius suivit Glenn loin de la foule de familles visitant le parc commémoratif. Au cours des 6 derniers mois, le rôle de Glenn avait évolué, passant d'agent de sécurité à coordinateur de la sécurité, contribuant à la protection du travail de la fondation et des personnes ayant témoigné contre le réseau d'Antonia. Qu'est-ce qui se passe ? Demanda Julius. Kelly Compton a été retrouvée morte dans sa cellule ce matin. Un suicide apparent, mais le timing est suspect. Elle devait témoigner la semaine prochaine dans les poursuites civiles contre la succession de son mari. Julius assimila cette information sans surprise. La prison était dangereuse pour ceux qui s'en prenaient aux enfants, et Kelly avait été l'une des clientes les plus actives d'Antonia. Mais le timing suggérait une intention plus délibérée que la justice des prisonniers, qui avait accès à sa cellule. C'est ça qui est intéressant, répondit Glenn. Le gardien qu'il a trouvé a un frère qui travaillait pour Henry Jackson il y a 5 ans. Il a perdu son emploi lorsqu'Henry a transféré ses activités dans votre entreprise. Julius sentit la froideur habituelle s'installer en lui. Même mort, le réseau d'Henry Jackson continuait de représenter une menace. Des personnes oubliées lors de l'enquête initiale, des proches et des associés qui pourraient blâmer Julius pour la destruction de leur entreprise criminelle. Combien y en a-t-il d'autres ? Demanda Julius. Nous avons identifié 17 personnes liées aux précédentes opérations d'Henry ou au réseau d'Antonia, qui n'ont pas été arrêtées lors des premières arrestations.
Certaines d'entre elles ont enquêté sur vous et Sarah, testant votre sécurité, cherchant des points faibles. Julius se tourna vers le parc commémoratif où sa fille enseignait à un groupe d'enfants à identifier les plantes comestibles. Leur travail était important, nécessaire, vital, mais il les rendait aussi visibles, créer des schémas que les ennemis pouvaient étudier et exploiter. Glenn Julius dit doucement, « Je veux que vous activiez les protocoles d'urgence. Sécurité totale pour Sarah et le personnel de la Fondation. Et je veux des vérifications complètes des antécédents de tous ceux qui ont manifesté leur intérêt pour nos opérations, donateurs, bénévoles, contacts avec les médias, tout le monde. » Déjà en cours, confirma Glenn. Mais il y a autre chose que vous devez savoir. 3 anciens associés d'Henry se réunissent régulièrement dans un restaurant du centre-ville. Ils semblent préparer quelque chose. Julius ne fut pas surpris. D'après son expérience, couper la tête d'un serpent n'était que la première étape. Le corps pouvait ensuite continuer à bouger longtemps, frappant tout ce qui passait à portée. Des noms, demanda-t-il. Salvador Foley, Harold Sweeney et Bear Perkins. Des petits agents qui assuraient la sécurité des escrocs d'Henry. Ils vous accusent de la fin de leurs revenus. Julius avait mémorisé les noms et commençait déjà à planifier. Ces hommes n'étaient pas aussi sophistiqués que le réseau d'Antonia, mais ils étaient désespérés et en colère, ce qui les rendait dangereux à d'autres égards. Il fallait les éliminer avant qu'ils ne menacent Sarah ou le travail de la Fondation. Mettez en place une surveillance, ordonna Julius. Je veux connaître leurs plans avant qu'ils ne les finalisent. Et Glenn, quand nous agirons contre eux, je veux que ce soit permanent. J'en ai assez d'avoir affaire à Henry. L'héritage de Jackson. Alors qu'il retournait au mémorial, Julius réfléchit à l'étrange nature circulaire de la justice. Il avait entrepris ce voyage en quête de vengeance pour la trahison de sa famille. Il avait accompli cette vengeance complètement, détruisant non seulement Caroline et Henry, mais tout le réseau qui avait permis leur crime. Mais le travail n'était pas terminé. Il pourrait ne jamais le être. Il y aurait toujours des prédateurs qui prendraient des familles comme la sienne pour des proies. Il y aurait toujours des gens qui confondraient la gentillesse avec la faiblesse et la richesse avec la vulnérabilité. La différence, maintenant, c'est que Julius comprenait clairement son rôle. Il n'était pas seulement un homme d'affaires ou un père. C'était un chasseur qui utilisait ses ressources et sa cruauté pour protéger non seulement sa propre famille, mais toutes les familles qui ne pouvaient se protéger elles-mêmes. Sarah le rejoignit alors que le soleil se couchait sur le parc commémoratif, le visage rouge d'enthousiasme après l'enseignement de la journée. « Combien aujourd'hui » demanda Julius. 43 enfants ont appris les bases de la sécurité nautique. 15 ont terminé le cours de survie avancé, et 3 familles se sont inscrites au programme de survie en milieu sauvage. Julius hocha la tête, satisfait. 43 enfants qui il serait plus difficile de tuer. 15 jeunes gens capables de survivre seuls si des prédateurs venaient chasser. 3 familles capables de reconnaître les signes avant-coureurs avant qu'il ne soit trop tard. « Papa » dit Sarah en se dirigeant vers leur voiture. « Tu t'es déjà demandé ce qui se serait passé si on avait laissé faire ? Si on avait juste été reconnaissant que j'ai survécu et qu'on avait essayé d'aller de l'avant. » Julius réfléchit sérieusement à la question, d'autres familles seraient mortes. Le réseau d'Antonio aurait continué à fonctionner. Les associés d'Henry auraient trouvé de nouveaux partenaires. Le cycle aurait continué. Alors, tu ne regrettes rien ? Rien. Julius jeta un dernier coup d'œil au parc commémoratif, voyant des familles rassemblées autour de tables de pique-nique, des enfants jouant en toute sécurité sous l'œil vigilant d'un personnel qualifié, des jeunes apprenant des compétences qui pourraient leur sauver la vie un jour. Je regrette que ce soit nécessaire, dit-il finalement. Mais je ne regrette pas d'avoir fait ce qu'il fallait faire. Certaines personnes ne comprennent que la force, Sarah. Certaines menaces ne peuvent être qu'éliminées, non négociées, ni pardonnées. Alors qu'ils quittaient le parc commémoratif, le téléphone de Julius vibra, un message de Glenn leur parvenant. Surveillance en place. Leur plan devrait être connu sous 48 heures. Julius effaça le message et sourit. Laissons les derniers associés d'Henry Jackson agir. Ils découvriraient la même vérité que Caroline, Henry et Antonia Hawkins avaient apprise. Julius Holt protégeait sa famille sans réserve, sans pitié et sans pitié pour quiconque était assez fou pour les menacer. La Fondation poursuivrait son œuvre. Sarah aiderait davantage d'enfants à apprendre à survivre. Et Julius continuerait à traquer les prédateurs qui considéraient les familles comme des proies. Certaines fondations, songea-t-il,
reposait sur le pardon et les secondes chances. Mais les fondations les plus solides reposaient sur la compréhension que certaines limites, une fois franchies, entraînaient des conséquences permanentes. La fondation de la famille Holt était faite pour durer. C'est ici que notre histoire s'achève.